Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble, avec chaque semaine un élu du territoire dont les décisions impactent directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Éric Piolle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le maire écologiste de Grenoble. Vous avez été élu le 4 avril 2014. Comme je compte bien, ça fait 10 ans, jour pour jour pratiquement, que vous dirigez la ville de Grenoble. Vous les avez vus passer ces 10 années ? C'est amusant parce qu'on se posait la question avec des copains, là, comment ce rapport au temps. Et à la fois, c'est passé extrêmement vite. Et à la fois, quand on regarde l'ensemble des choses que l'on a faites, si on reprend plein d'événements marquants, c'est vrai que c'est long. Donc c'est une tranche de vie quand même, 10 ans. Ouais. Une décennie qui est conforme à ce que vous aviez imaginé avant d'arriver à la mairie de Grenoble Oui, je crois que nous avons réussi à créer une culture un peu qui montre que une ville n'est pas forcément obligée de se développer avec comme mantra l'attractivité, la croissance du PIB, la fuite en avant. Nous pouvons prendre soin, nous protéger, prendre soin de notre alimentation, de notre façon de nous déplacer, de notre façon de nous loger, la santé, notre énergie, et donc faire des projets très concrets, le faire avec des valeurs, avec un esprit de solidarité, d'hospitalité. Donc je crois que c'était une rupture sans doute dans le paysage politique municipaliste d'avant 2014. Et dans la philosophie qu'avaient les précédents maires à la tête de Grenoble. Quelles sont les réalisations aujourd'hui dont vous êtes le plus fier ? Je ne peux pas faire une liste parce qu'il y a plein de choses. Je crois que le fil rouge de notre mandat et de notre action politique, mais aussi de ce que j'ai dans les tripes, et d'ailleurs de ce qu'avaient beaucoup de militants qui se sont engagés en 2014, c'est les enfants. Nous avons fait le plan école, plus de 60 millions d'investissements dans le premier mandat, on en remet pas loin d'autant, le plan crèche, le travail sur la pollution, le travail sur l'alimentation à la cantine, presque 100% de bio dans les crèches, on est à 95%. Plus de 65% dans les écoles, avec presque la moitié de repas végétariens. La façon de penser une ville dépolluée aussi. La pollution de l'air a baissé de 30 à 50% en 10 ans. Voilà, donc on peut dire que je suis peut-être le maire du quotidien et le maire du lendemain. Mais en tout cas, ce maire du lendemain m'importe autant que le maire du quotidien. Et penser vers ces enfants, la réduction des inégalités, c'est ça qui m'anime toujours. On voit quelques images, notamment de l'opération Place aux enfants que vous avez menée, enfin vous menez, parce que je crois qu'elle n'est pas encore complètement... Tout à fait, ça continue. On végétalise toutes les rues devant les écoles. Je me rappelle qu'en 2019, quand nous avons lancé la première opération, avec un travail avec les enfants, pour penser aussi quels espaces dans la cour, végétalisation des cours d'école, ça avait fait des scandales parce que c'était le wokisme et la question du genre qui rentrait à l'école. Alors qu'on discutait avec les enfants pour dire qui fait quoi et comment on se répartit la place dans la cour. Donc on voit que les choses ont changé. Maintenant, même des maires de droite végétalisent des cours d'école. Et j'espère que le concept de place aux enfants se répandra aussi partout. Alors les JO de 68 ont marqué la ville de Grenoble. Sur votre mandat, il y a eu l'année Grenoble Capitale Verte européenne. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, 2 ans après de cet événement ? Il en reste une capacité à nous fédérer. C'était le projet de Capitale Verte, se dire comment nous arrivons à fédérer derrière un cap commun le monde institutionnel, et pas que la ville de Grenoble. Nous avons associé le département de l'Isère, la métropole, le parc du Vercors, le parc de Chartreuse, mais aussi comment on fait adhérer à ce projet et fait participer à ce projet le monde économique, le monde académique, le monde de l'université et de la recherche, le monde du sport, le monde de la culture. Et je crois que c'est ça, Capitale Verte, c'est de se dire qu'on peut être fier, choisi par l'Union européenne, seul en Europe. C'est pas le même concept que les capitales de la culture qui tournent de façon organisée. Là, nous avons été choisis par l'Union européenne et je crois qu'il faut être un petit peu fier pour prendre confiance dans notre capacité de changement. Donc, à la fois, on est fier, mais on est humble et on est tourné vers l'avenir. C'est ça, en fait, Capitale Verte, se dire que nous pouvons, ici sur le territoire, rejoindre la trajectoire qui a été décidée à Paris lors de la COP21, qui reste un moment important de l'histoire de l'humanité, puisque c'est la première fois que l'humanité se donnait des objectifs communs. Même si ce n'était pas contraignant, même si beaucoup de choses à dire, voilà. Il n'empêche que cette année 2015 restera un jalon dans l'histoire de l'humanité.
Grenoble a accueilli la semaine dernière le congrès national de la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB. Alors, ce n'était pas un hasard qu'ils aient choisi Grenoble. Je pense que personne, même vos opposants, ne vous contesteront le fait que, sous votre mandat, le vélo, la pratique du vélo, en tout cas, a explosé dans la capitale des Alpes. Oui, effectivement, à la fois dans Grenoble-Ville, mais aussi dans tout le territoire. En ce moment, je vais tous les matins à Échirolles, j'y vais en vélo, c'est très rapide. Vous pouvez aller dans les quartiers populaires de Grenoble en vélo, vous pouvez aller dans d'autres communes, vous pouvez aller à Saint-Égrève, j'y vais souvent en vélo, vous pouvez aller à Montbonneau en une demi-heure, même pas, depuis l'hôtel de ville de Grenoble par exemple. Donc il y a cette logique qui est de dire, nous sommes réappropriés l'espace public. Donc suppression de la pub, mais aussi élargissement des trottoirs, plantation d'arbres et des axes vélos. Oui, ça réduit l'espace de la voiture, mais juste, ça fait que l'espace public est à nouveau un lieu où on peut se sentir bien. Et je crois que c'est un succès. Réduire la voiture dans le centre-ville, c'est de toute façon quelque chose que vous assumez depuis le début. Oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire supprimer la voiture. Mais nous ne pouvons pas juste suivre la tendance qui fait qu'entre 1980 et 2020, la France est passée de 20 millions de voitures à 40 millions de voitures. Des voitures qui sont 300 kilos plus lourdes qu'avant, plus larges, plus longues et qui sont encore plus puissantes. Non. Quand nous avons passé, d'ailleurs, quasiment toutes les communes de la métropole à 30 km/h, nous avons baissé le nombre de blessés en matière de sécurité routière, baisser le nombre de blessés d'un tiers. Donc là aussi, ça amène de la protection et juste, on vit plus agréablement. Bon, le monde n'étant pas idéal, qu'est-ce qui n'a pas marché comme vous l'auriez souhaité pendant ces 10 premières années à la tête de Grenoble? La politique est une affaire de frustration. Donc vous avez des projets à ne plus savoir qu'en faire et il faut d'abord choisir. Et puis après, dans ces projets, il y en a qui n'aboutissent pas ou qui aboutissent lentement. Donc je pourrais citer quelque chose qui me tient vraiment à cœur, les berges de l'Isère sur la rive gauche. C'est un projet qui me tenait à cœur déjà quand je suis arrivé en 2014. Les aménager pour un usage plus grand public. Oui, pour qu'on puisse avoir quelque chose de plus grand public, qu'on puisse tourner comme ça a été fait à Bordeaux, entre les deux rives de l'Isère de façon agréable. Bon, on n'en est pas encore là. Je ne désespère pas et j'espère que d'ici la fin du mandat, nous pourrons lancer des études qui permettront de poser des jalons de cet aménagement pour le mandat suivant. Qu'est-ce qui coince dans des projets comme ça Là, en l'occurrence, c'était plutôt l'articulation ville-métropole qui a été compliquée. C'est aussi des priorités, parce que nous avons travaillé sur d'autres choses dans le premier mandat. Donc, voilà, vous faites des choix. C'est le temps qui est limité, hein, ce n'est pas le nombre d'idées que vous avez en tête. Et donc, vous faites des choix, et puis, voilà, tout ça prend un peu de retard. Donc, c'est effectivement assez frustrant, mais on reste déterminés parce que nous sommes toutes et tous animés par le sens de l'intérêt général. Alors, parmi les points négatifs, il y a cette condamnation pour favoritisme dans l'attribution du marché de la fête des Tuiles. Alors même si la peine est minime, vous avez été condamné à 8 000 € d'amende avec sursis, le tribunal a reconnu votre culpabilité. C'est une tâche sur votre mandat. C'est désagréable. C'est désagréable. Vous savez, dans toute ma vie professionnelle, quand on faisait des évaluations, ce qui ressortait en premier, c'était l'éthique. Et dans ma vie politique, c'est aussi ce que j'ai cherché à faire, aussi en cassant le mur entre les élus et les citoyens. Tout le monde ricanait quand j'ai arrêté de porter la cravate, mais c'était aussi le signe qu'un élu, on pouvait se projeter, on pouvait permuter, on pouvait avoir ce contact avec tout le monde, abandonner les voitures avec chauffeur, réduire ses indemnités de 25%. Tout ça, c'était une sobriété de la vie publique et une éthique de la vie publique. Et là, c'est paradoxal de se retrouver. Ouais, mais il faut rappeler quand même le fond de l'affaire. C'est que le fond de l'affaire, nous avons été mis en cause parce qu'on considérait que nous avions des liens avec cette association et que ce n'était pas une prestation artistique. Donc il aurait dû avoir un appel d'offres classique, comme si vous achetiez des fournitures. Et le jugement, les deux jugements, ont montré qu'il n'y avait pas de lien avec l'association. Donc il n'y a pas de favorisé. Nous sommes condamnés pour faute technique, mais il n'y a pas de favorisé, et que c'était une prestation artistique. Voilà. Donc, en première instance, nous avons été relaxés. Il y a eu une chose étrange, c'est que le procureur général qui venait d'être nommé a décidé de faire appel, des réquisitions de son propre parquet. Je n'ai pas d'autre exemple en France, comme si c'était plongé dans ce dossier et que c'était le truc majeur de son arrivée.
Bon, voilà, vous savez ce que je pense de l'indépendance des procureurs généraux. Ils dépendent du ministère de la Justice. Je trouve ça gênant. Je le redis comme je le disais avant. Et là, les 3 fonctionnaires, moi j'ai eu une peine parce qu'on a considéré que je n'avais pas surveillé assez les fonctionnaires. Hein. C'est ça, il faut lire le jugement. Les 3 fonctionnaires, ils font appel en cassation. Donc nous verrons ce que donne la cassation. Je crois que c'est important aussi pour le monde de la culture parce que vous savez que pour les achats de prestations artistiques, et là c'en est un, ça a été reconnu par les 2 tribunaux, vous avez le droit de faire un marché spécial, un marché spécial de prestations artistiques. Or là, le tribunal dit, même si c'est une prestation artistique, il faut quand même faire un appel d'offres. C'est gênant parce que vous n'allez pas, vous achetez pas un Picasso comme si vous achetiez une statue de Rodin. Donc là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc j'espère aussi pour le milieu culturel que la cassation redira le code des marchés publics et l'interprétation qui nous semble toujours correcte, qui me semble, hein, je considère que les services ont fait un travail correct du code des marchés publics. Au chapitre des regrets, avec le recul, est-ce que la volonté d'autoriser le port du burkini, qui a fait beaucoup parler en 2022, aujourd'hui vous dites que c'était une connerie, ça a fracturé votre majorité et puis ça aboutit sur rien finalement? Comment ça aboutit sur rien? Ça a été retoqué par... Non. Les maillots couvrants sont autorisés dans les piscines de Grenoble. D'accord. Vous pouvez maintenant, ça avait été, donc ça c'était l'ancienne équipe, comme d'ailleurs dans pas mal d'endroits en France, qui en 2012 avait décidé d'interdire les maillots couvrants. Et vous pouvez le faire. Ce que le Conseil d'État a retoqué, c'est que vous ne pouvez pas avoir de jupettes qui descendent sous les jambes. Et leur argumentaire n'est pas un argumentaire lié à la religion. Leur argumentaire est dit, comme vous avez interdit les shorts, eh ben, vous ne pouvez pas autoriser les jupettes. Ça me semble un argument un peu fallacieux, je l'aurais dit d'ailleurs, puisque j'ai été auditionné sur un autre sujet récemment. Mais à Grenoble, vous pouvez venir avec des maillots pour vous protéger du soleil. Si vous n'avez pas envie de montrer vos formes, vous pouvez venir avec un maillot couvrant. Il est important de redire le droit. Alors après, c'est vrai que le sujet est extrêmement polémique. Moi, je ne crois pas qu'on lutte contre l'islam politique en faisant des discriminations sur les femmes, hein, en disant aux femmes, voilà, vous ne pourrez pas vous interdire comme ça. Et je crois que les femmes doivent pouvoir porter n'importe quelle même tenue que les hommes. Vous avez vu dans le monde du sport les handballeuses et les volleyeuses à qui on oblige, elles, d'être dévêtues. On leur dit non, il faut que vous montriez la moitié de vos fesses. Elles ont commencé à dire non, en fait, nous, on a envie de s'habiller comme on veut, donc on n'est pas obligé de montrer nos culs pour jouer au hand et au volleyball. Et ben, dans l'autre sens, ça marche pareil. Les femmes doivent pouvoir être libres. Et je crois que cette façon de tordre nos principes fondamentaux pour lutter contre l'islam politique, un combat contre l'islam politique que je partage, n'est pas sain. Ça me rappelle la phrase d'Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme. Il disait « Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde ». J'ai gardé ça. Je suis devenu, malgré moi, on va dire, l'étendard du burkini partout en France. Mais j'ai eu aussi des remerciements partout en France. J'ai été reconnu aussi pour ça, de gens qui n'en ont rien à faire du burkini, mais qui disent bah, ça nous fait du bien parce qu'on a l'impression d'être discriminés partout. Et vous dites, voilà, égalité pour tout le monde. Donc voilà, je continue de le porter avec fierté. Bon, je ne sais pas ce que retiendront les Grenoblois de votre mandat, de ces 10 ans, plus les 2 qui restent. Mais vous resterez pour certains comme le maire qui a le plus augmenté les impôts locaux, près de 30% d'augmentation. C'était l'an dernier, en 2023, ce qui place Grenoble dans la catégorie des villes françaises où la taxe foncière est la plus élevée. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt dans le mandat, dès l'année 2020? Le taux aurait peut-être été plus faible et plus facile à faire passer. Alors, 2 choses là-dessus. 2014-2020, nous étions engagés à ne pas augmenter les impôts et nous avons rationalisé l'action publique. Ça a été le plan de sauvegarde des services publics locaux qui a créé beaucoup de débats, mais qui a quand même permis 20 millions d'économies. Avec la fermeture de bibliothèques. Donc nous avons redessiné là où le service public municipal devait être. Deuxième mandat, nous avons attendu les élections présidentielles pour voir à quelle sauce nous allions être mangés, en espérant que quelqu'un de notre espace politique allait gagner et ainsi redonnerait des moyens à cette action locale, puisque c'est les 3/4 de l'investissement en France, c'est les collectivités locales. Ça n'a pas été le cas. Et donc, après 2022, on a dit, bon, OK, en fait, nous voulons aller plus vite sur la transition. Donc, c'est 11 millions des 44 millions d'augmentation.
protéger le service public de l'inflation, c'est la moitié, 22 millions de ces 44 millions, et un bouclier social et climatique pour protéger ceux qui en ont le plus besoin, les milieux populaires et les classes moyennes, de cette transition qui doit permettre à chacun de pouvoir se déplacer, s'alimenter, prendre soin de sa santé, se loger correctement. Donc nous assumons ce choix, c'est un choix de solidarité. Évidemment, nous sommes conscients que c'est lourd parfois ce que nous demandons aux propriétaires. Nous n'oublions pas... Ah, c'est pas très populaire, mais des décisions pas très populaires, j'en ai pris quelques-unes. Donc ça fait partie du courage politique, d'une volonté d'une équipe qui voulait révolutionner la ville. Et je crois que nous avons changé la vie et nous avons changé la ville. Voilà, ça, on ne peut pas nous enlever. Après, on est d'accord, pas d'accord, c'est autre chose. Mais je crois que nous avons fait ça. Sur ce sujet, j'ai relevé une chose surprenante. La cotisation foncière des entreprises a moins augmenté à Grenoble, 18,4%, que la taxe foncière des particuliers. Ça va un peu à l'encontre de ce que la gauche et les écologistes demandent au gouvernement, d'aller plus taxer les entreprises que les citoyens. On a eu un débat à l'échelle métropolitaine, oui, parce que de fait, c'est un impôt qui est métropolitain. Et voilà, donc nous avons eu ce débat-là au sein de la métropole et c'est les arbitrages qui ont été faits par le Conseil métropolitain. Gardons en tête peut-être une chose pour montrer la lutte contre les inégalités en France et quels sont les choix qui sont faits par le gouvernement. C'est 44 millions d'augmentation, c'est 25% d'augmentation de taxe foncière. C'est l'équivalent d'une taxe un quart seulement des dividendes des entreprises du CAC 40, c'est-à-dire des 40 plus grosses entreprises françaises. Vous taxez leurs dividendes d'un quart, vous le répartissez à la population, ça fait 44 millions pour Grenoble. Ça vous donne une idée des choix qui sont faits par le gouvernement, enrichir les plus riches par rapport à s'occuper de la vie quotidienne des habitantes et des habitants. Alors, j'évoquais les échecs ou les déceptions que vous pouvez avoir. Est-ce que la gestion du Palais des Sports en fait partie? Au début de votre mandat, il y a 10 ans, vous aviez voulu reprendre la main sur l'équipement. Vous aviez viré son directeur, les événements qu'il organisait, 3 jours cyclistes, Supercross moto ou le festival du cirque. Vous vouliez transformer ce lieu, l'ouvrir à plus de monde et plus d'événements. Ça partait d'une bonne intention. 10 ans plus tard, le vélo, le cirque et même la moto sont revenus par la grande porte avec le même organisateur qu'en 2014, Guy Chanal. C'est une sorte de retour au point de départ qui fait mal quand on se retourne sur cette décennie? Non, au contraire. C'est étonnant, en fait, que vous ayez ce regard-là, mais c'est intéressant. Non, nous, notre regard, c'est que quand nous sommes arrivés, il y avait, pour les finances municipales, c'était un coût d'1,7 million, le Palais des Sports. 1 700 000 € pour 10 événements dans l'année. Aujourd'hui, ça nous coûte 700 000 €, donc on a gagné 1 million d'euros, juste sur un bâtiment. 1 million d'euros, c'est colossal. Et le Palais des Sports est maintenant investi par beaucoup plus d'événements. Donc il y a les rencontres du cinéma de montagne, que vous connaissez bien, mais il y a aussi le forum des associations, des entreprises qui les utilisent, il y a des étudiants qui les utilisent. Il s'y passe plein de choses, des concerts, des grands concerts. Et l'organisateur d'avant, il revient, mais maintenant en louant. Voilà, il paye comme tout le monde. Bon, mais symboliquement, le retour, par exemple, de la moto, j'ai mis ces images-là. Quand vous louez un équipement, c'est comme ça. Vous ne choisissez pas les concerts en disant tiens, ça j'aime pas, ça j'aime, ça je prends pas. Il y a quelqu'un qui vient, c'est une salle qui se loue. Et donc, vous arrivez avec un projet, vous louez la salle, point. La ville de Grenoble ne regarde pas en fait, ce qui est produit en matière culturelle. On a vu des maires refuser de louer des équipements, se mettre hors la loi. Ah non, mais c'est pas possible de se mettre hors la loi là-dessus. C'est absurde. Il y avait les spectacles de Dieudonné, par exemple. Ah non, mais c'est différent. Dieudonné, il a été accusé et condamné pour incitation à la haine raciale. Donc effectivement, d'ailleurs j'ai pris un arrêté pour interdire le spectacle de Dieudonné et j'ai perdu, logiquement d'ailleurs, puisque on savait, ça dépend de ce qu'il allait raconter là dans son spectacle. Pas de ce qu'il avait dit avant. Oui, mais ça c'est pas les goûts et les couleurs, c'est le racisme et l'antisémitisme de Dieudonné. C'est autre chose. Là, après, les gens, ils aiment la musique qu'ils veulent, les spectacles qu'ils veulent. Je suis ravi que le Palais des Sports soit un lieu populaire qui est maintenant fréquenté par beaucoup plus de monde qu'avant. Et je trouve que c'est une réussite. Et c'est une réussite pour les finances publiques. Mais alors là, j'ai bien compris l'aspect financier, mais en tant que maire écolo, quand le Palais des Sports accueille en février dernier une patinoire éphémère pour 2 représentations d'Holiday en AS, alors qu'on a une patinoire permanente à quelques kilomètres et qu'on sait bien que fabriquer de la glace hors sol, c'est pour le moins énergivore, oui. J'imagine que ça, vous ne pouvez pas être en phase. Il loue la salle. Après, à partir du moment où il loue... Non, mais tout le monde ne va pas changer, tout ne va pas changer d'un coup.
Donc, qu'il y ait des spectacles aujourd'hui, d'ailleurs, nous avions remis de la glace nous-mêmes dans le Palais des Sports en 2018 pour les 50 ans des Jeux Olympiques, pour un merveilleux gala dont on a un très bon souvenir. Mais elle était restée un peu plus longtemps que 2 jours. Elle était restée plus longtemps, effectivement. Elle avait accueilli plein de publics, etc. Le monde de la culture est en train de travailler, d'ailleurs, sur ces questions de transition. Combien de temps il reste, combien de temps il tourne, parce que ça fait partie de leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais je crois qu'il faut accepter, je suis le maire de tous les Grenoblois et donc il faut accepter aussi tous les goûts et les couleurs. Donc moi j'ai toujours plaisir, je vais voir parfois des artistes que ou bien je ne connaissais pas, ou bien que j'apprécie pas particulièrement, mais j'y vais parce que je suis là au milieu des gens et que ça c'est important, amener ce partage c'est important. Il vous reste 2 ans de mandat, Éric Piolle, dans quel état d'esprit vous attaquez ces 2 dernières années? Il y a encore des projets que vous voulez voir aboutir ou vous allez dérouler, on va dire, jusqu'au bout? Non, il y en a plein. En fait, nous sommes dans une phase là qui est au contraire très excitante parce qu'il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur Place aux Enfants, beaucoup de choses sur la Tour Perret que nous espérons rouvrir pour le centenaire en 1925. Elle a été fermée depuis 1960. Beaucoup de choses parce que nous avons lancé la sécurité sociale de l'alimentation et que j'espère bien qu'elle sera en place. Ça sera la rentrée de septembre. J'espère bien que ça va se mettre en place là et ça sera une innovation importante de la démocratie, de l'universalisme, de la réflexion sur la connexion entre l'agriculture et l'alimentation. Bref, il y a énormément de projets aujourd'hui. Donc voilà, c'est plutôt une phase qui est très enthousiasmante de se dire qu'il y a encore tout ça à faire. Et puis se dire que ça va continuer derrière, j'espère bien. Alors, vu que vous êtes encore enthousiaste, après 10 ans de mandat, pourquoi ne pas continuer après 2026 ? Vous avez annoncé il y a quelques années que vous ne seriez pas candidat à un 3e mandat. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, j'avais annoncé avant 2014 même, que je m'engageais en essayant de gagner, regagner, faire gagner. C'était mes mots, et donc je reste là-dessus. C'est une responsabilité importante et une charge importante, c'est pas ça qui me fait peur, ni la charge de travail, ni les responsabilités. Mais je crois que c'est important de montrer que c'est pas la configuration particulière d'une personne en particulier, mais que c'est vraiment un projet politique. Et donc, je me dis que ça vaut la peine, là, et je reste avec cette conviction que ça vaut la peine de montrer que nous aussi, écologistes, quand on arrive au pouvoir, ce non-cumul des mandats dans le temps, on se l'applique à nous-mêmes. C'est la première fois que les écologistes gagnaient une préfecture. Donc, ça a fait du bruit, à la fois en France et même ailleurs. Beaucoup de monde sont venus nous voir, on a été très exposés, dès qu'on bougeait une oreille, il y avait des réactions. Je crois que c'est aussi notre responsabilité de montrer que quand nous sommes aux manettes, on continue à faire ce qu'on a dit. Et donc, voilà, il y aura une nouvelle équipe avec une nouvelle tête de liste. Je soutiendrai cette équipe et cette tête de liste. Elle émanera d'un collectif. Je crois que les Grenobloises et les Grenoblois le montrent à chaque élection. Ils ont plutôt envie d'aller dans cette direction, même si ça les bouscule, ça nous bouscule, ça me bouscule aussi. La conduite du changement, c'est facile pour personne. On est tous un peu résistants au changement. Mais nous savons que nous allons dans la bonne direction, que c'est bien pour tout de suite et que c'est bien aussi pour nous demain et c'est bien pour nos enfants. On pourrait vous retrouver dans cette nouvelle équipe en tant que simple conseiller municipal ? Je vois pas trop, a priori, l'intérêt. Voilà. Après, vous devenez encombrant aussi. Donc, je vous fais attention parce que qui va fixer la feuille de route pour ce 3e mandat ? Il y aura un collectif. Ce ne sera pas un 3e mandat, ça sera un 1er mandat d'une nouvelle équipe. Avec une nouvelle tête de liste, un nouveau style. J'imagine que l'objectif pour vous, même si vous êtes plus maire en 2026, c'est que Grenoble reste une ville dirigée par des écologistes. L'espace politique que nous avons créé, nous avons préfiguré en quelque part la NUPES. Et quand je me suis engagé en politique en 2010, après toutes ces années dans l'industrie, je me suis dit, bon, ok, je fais un pas de côté. Je me suis dit, voilà, le paysage politique, il va y avoir les néolibéraux qui vont aller toujours plus loin, et qui vont aller toujours plus loin dans les inégalités, toujours plus loin dans les émissions de gaz à effet de serre, toujours plus loin dans le conservatisme. Il va y avoir une proposition sur cette base qui est malsaine, une proposition réactionnaire d'extrême droite, et nous avons à pousser une proposition humaniste. J'ai mis toute mon énergie là-dedans, et j'y crois encore avec énormément de détermination et toute mon énergie. C'est ce que nous avons fait à Grenoble. C'est ce que nous devons faire en 2026 à Grenoble. Et je crois que nous sommes bien partis pour le faire. Et c'est ce que nous devons travailler à faire pour 2027 à l'échelle nationale, pour ne pas nous retrouver explosés façon Pulse comme on l'a été dans les dernières élections présidentielles. Alors, même s'il y a un travail collectif, une élection municipale, on élit un maire ou une
maire, aujourd'hui à 2 ans de l'échéance. Est-ce que vous avez en tête, je sais que vous ne me le direz pas aujourd'hui, mais est-ce que vous connaissez la personne qui essaiera de vous succéder? Je crois que vous avez répondu vous-même à la question, je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Non, mais je vous demande simplement si vous non, mais l'avez c'est toujours en tête. un collectif, voilà, c'est pas... J'imagine que ça ne s'improvise pas non plus. Le leader qui transmet le sceptre comme ça, là, non, on a vu ce que ça a donné la dernière fois, hein, la transition Michel Destaut, Jérôme Safar. Je ne crois pas que ce soit resté dans le souvenir des socialistes comme un très bon moment et une très grande réussite. Ça émane du collectif. Mais vous avez votre idée personnelle? Je serai au service du collectif. J'ai un poids, évidemment, j'ai une parole, j'ai des convictions, mais nous travaillons ça collectivement. Et puis en plus, on ne le fait pas maintenant. Maintenant, nous sommes là sur tous les projets que nous avons, comment nous allons plus vite sur nos réhabilitations d'équipements publics. On a réduit déjà de 40% les consommations d'énergie, de 70% les émissions de gaz à effet de serre. Ben, nous disons comment aller plus loin. Nous avons, grâce au plan d'investissement à travers GEG, nous produisons maintenant une électricité ni fossile ni nucléaire qui est l'équivalent de la consommation de l'ensemble des ménages grenoblois. C'est une belle étape, mais ce n'est pas le point final, donc on doit continuer tout ça. Donc c'est tout ça qui... Et puis les problèmes du quotidien, hein, la gestion des déchets, la propreté dans la rue, les questions de sécurité, toute cette vie quotidienne, elle continue et elle nous mobilise pleinement. Le reste, nous avons le temps. Vous avez vu quand même que dans votre équipe, il y en a qui demandent à ce que le candidat soit désigné dès 2024. Hein. C'est le Parti communiste qui a fait un appel en ce sens. Qu'est-ce que vous leur avez répondu ? Je n'étais pas à la réunion, je ne leur ai pas répondu. Mais vous avez vu passer l'info. Il y a une équipe. Votre première adjointe est communiste. C'est vraiment pas l'heure. Ma première adjointe est communiste. J'ai un autre élu avec des responsabilités en matière de logement qui a été aussi un très bon vice-président logement à la métropole avec beaucoup de convictions. Je suis très heureux de travailler avec les communistes. Je crois que ça n'est pas l'heure. Vous leur avez dit c'est pas l'heure, pareil ? Ça n'est pas l'heure. Bon, ça sera quand l'heure, la bonne heure pour... Ça sera quand sera la bonne heure. Vous évoquiez la passation de pouvoir ratée entre Michel Destaut et Jérôme Safar, son premier adjoint en 2014. Vous en avez profité puisque vous avez... Je ne sais pas si la passation de pouvoir était ratée. Je pense que ce n'est pas un bon souvenir pour eux. Après, je ne sais pas, chacun fait comme il veut. Hein. Ce n'est pas une critique de ce qu'ils ont fait. Hein. Il y a eu une passation de pouvoir il y a quelques semaines dans l'agglomération grenobloise, dans une ville importante, c'est à Échirolles, où Renzo Sully a arrêté son mandat en cours pour laisser la place à sa première adjointe, Amandine Demort. Est-ce que ce ne serait pas la meilleure façon de l'emporter en 2006, de laisser votre successeur ou de votre successeuse en première ligne dès maintenant ? Alors ça pourrait effectivement être la meilleure solution d'un point de vue juste pour rendre quelqu'un connu. C'est important dans une élection d'avoir de la notoriété. Je crois que pour la ville d'Échirolles, c'est très réussi. Et moi, je félicite Renzo Sully. On verra en 2026. Cette passation. Non, mais déjà, oui. Il faut se repositionner. C'est pas facile. Quand vous avez été maire pendant 20 ans, de rester là. Il reste vice-président à la politique de la ville, à la métropole. Mais pour une ville de la taille de Grenoble, c'est impensable. Les gens, ils ont besoin d'avoir un projet, ils ont besoin d'avoir une incarnation, et c'est pas un hocher qu'on transmet. C'est un projet qui est choisi par les gens. Donc voilà, les gens, ils pourront trancher en 2026. En 2014, ils se sont révélés à eux-mêmes qu'ils étaient écologistes, que oui, ils étaient prêts à sortir de cette logique du surdéveloppement. En 2020, ils ont confirmé ça. Nous avons eu 30% de voix de plus au premier tour. On est la seule des 25 premières villes de France à gagner des voix dans les équipes sortantes. Moi, c'est plutôt une fierté, un beau souvenir en tout cas. Et en plus de voir plein de copains gagner partout en France, c'était vraiment réjouissant. On a perdu au deuxième, par contre. Par rapport oui, mais on avait 30 points d'avance au premier tour, donc la mobilisation est compliquée quand même au deuxième. Quand vous avez 30 points d'avance, allez dire si, on a besoin que vous ayez voté. Je dis ouais, d'accord, mais pourquoi vous avez 30 points d'avance? Ouais, d'accord, mais quand même. Bon, voilà, ça c'est la vie, mais je garde en tête ce premier tour qui était effectivement marquant. Et ils pourront choisir voilà, et créer, aussi je les invite à s'investir pour créer ce projet, ce plaisir à construire. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir en 2013-2014 à faire campagne, rassembler des gens, aller à la rencontre des habitantes et des habitants. J'avais fait plus de 550 réunions d'appartements, ce que j'ai refait en 2020. Tout ça, c'est une expérience vraiment super. C'est des rencontres extraordinaires. Ça transforme. Et après, les gens votent. Et donc, ils voteront pour la prochaine tête de liste. Bon, donc vous n'avez pas entendu l'appel des communistes à désigner le candidat dès cette année. Est-ce que vous avez entendu leur appel à l'union de la gauche pour ces municipales ? Ça semble un peu mal engagé à Grenoble. Il y a des tensions avec la France insoumise et les écologistes au niveau national.
Oh, non, mais à Grenoble, ça va très bien. Aussi. Il y a eu des démissions au sein de votre conseil municipal, dans votre majorité, les 7 élus qui... Ah non, ils n'ont pas démissionné, c'est le groupe qui a décidé. Voilà, mais... C'est le groupe qui a décidé qu'ils ne faisaient plus partie du groupe. Hein. Ils ne sont pas partis d'eux-mêmes, je le rappelle. Bon. Derrière, on demandait votre démission. L'union de la gauche, elle ne semble pas aussi évidente qu'en 2014 ou qu'en 2020. Ça ne vous inquiète pas? Bon, non, avec la France insoumise, les écologistes, les citoyens, le Parti communiste et d'autres partis, d'ailleurs de peut-être moins grande notoriété, mais qui sont présents autour de la table, ça se passe plutôt bien. Donc j'ai l'impression que ça avance bien. Et si la France insoumise revendique la tête de liste en disant c'est notre tour, après 2 mandats écolos? Je ne crois pas que ce soit leur logique, leur état d'esprit. Elisa Martin, mon ancienne première adjointe, a été élue députée. Grâce, je crois, au travail que nous avons fait, qu'elle a fait à Grenoble. Et nous sommes bien conscients de cette responsabilité, déjà que nous la portons. Là, tous ceux qui sont grenoblois, ils la portent à l'échelle nationale. Je ne vois pas pourquoi ils ne la porteraient pas à l'échelle locale, alors que nous étions précurseurs. Nous resterons, je crois, précurseurs. Bon, il y a une chose qui est sûre, c'est que le prochain maire de Grenoble, ce ne sera pas Olivier Véran. On avait des rumeurs sur ses intentions à venir vous titiller. Éric Piolle, l'ancien ministre de la Santé, a annoncé récemment dans la presse que ça ne l'intéressait pas, ce qui ne l'a pas empêché de donner sa stratégie pour l'alternance. Qu'est-ce que vous en pensez? Lui, il rêve d'une union qui irait de la gauche à la droite, sans passer par vous, évidemment, pour pouvoir faire tomber la ville. Bon, c'est leur problème, c'est leur vie. Pas plus de commentaires que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est à eux de choisir leur stratégie, leur logique, leur leader. Pour l'instant, je vois plein de têtes de liste potentielles qui se débrouillent. C'est leur vie. Moi, je ne commande pas la campagne des autres. Nous ferons et je serai derrière ce projet de rassemblement, un projet de transformation, un projet écologiste, un projet solidaire. J'ai aucun doute sur notre capacité à nous rassembler. Et après, les autres formations politiques font ce qu'elles veulent. Bon, est-ce que vous le rejoignez au moins sur sa volonté affichée de lutter coûte que coûte contre l'extrême droite? Oui, ça nous fait un point commun. Oui, ça nous fait un point commun, effectivement. Cette banalisation du RN, il y a d'ailleurs contribué lui-même, parce qu'il était à la fois dans ce combat, mais pas un mot sur la loi immigration, et sa députée suppléante a voté pour, à sa demande, elle l'a bien spécifié. Arbanug. Oui. Et donc ce jeu depuis 2020, ça a vraiment commencé 2020, le jeu d'Emmanuel Macron avec les valeurs de l'extrême droite, quand ils ont commencé à aller à la fois chercher les islamo-gauchistes, les éco-terroristes, tout en jouant sur les thématiques de l'immigration, disant que l'immigré, l'étranger étaient quand même un peu responsables de tout. Ils jouent avec le feu. Macron s'était posé en 2017 comme le grand combattant face au RN. Bilan... Moi, j'ai eu peur, je vous le dis, en 2022, entre les 2 tours. Je me disais, si jamais il y a un événement extérieur, on n'est jamais à l'abri. Si jamais le débat d'entre 2 tours se passe mal, qu'est-ce qui peut se passer? Il n'y a plus assez de marge. Et nous n'oublions pas, moi qui suis pétri d'histoire, qui suis cette année président de l'Ordre de la Libération, vous savez que c'est cet ordre qui rassemble 1038 compagnons de la Libération, choisis par De Gaulle, 5 villes, dont Grenoble. Je suis épris d'histoire et je n'oublie jamais que l'extrême droite arrive au pouvoir, 1, par les urnes, 2, sur la fin, en éliminant tout ce qui pourrait faire peur, de façon pour caricaturer, faire peur aux bourgeois, c'est-à-dire faire peur aux gens bien qui n'ont pas envie de voir l'extrême droite arriver. Ils enlèvent tout ça, ils arrivent au pouvoir et après on voit ce que c'est, dédiabolisé. Et l'extrême droite, aujourd'hui, bénéficie grandement à la fois des politiques de fond qui sont menées par le président de la République, cette accentuation des inégalités, toujours plus pour les plus riches, ce mépris des gilets jaunes, ce mépris sur les retraites, ce mépris sur la loi travail, ce mépris sur la réforme du chômage, encore qui vient, et bénéficie de cette confusion sur les valeurs, où il dit une fois, quand Borne dit c'est le parti de Pétain, il dit « Ah non, vous ne pouvez pas dire ça ». Puis après « Ah ben non, mais ils sont quand même dans l'arc républicain ou pas, on ne sait pas ». Cette paralysation permanente entre LFI et l'extrême droite, tout ça est indécent, tout ça est dangereux. Je n'oublie pas le message de Claude Alfandéry, résistant, qui vient de mourir, décédé cette semaine. Son dernier message, qui est tout frais il y a quelques semaines, c'était vraiment pour nous dire « N'oubliez pas que l'extrême droite est arrivée au pouvoir partout, par les urnes. N'oubliez pas les conséquences que cela a eues. Ne refaites pas les bêtises qui ont été faites dans les années 30. Je garderai ça toujours.
Et je suis content de pouvoir le faire aujourd'hui avec Olivier Véran. J'étais un peu blasé de ces jeux et ces confusions. En 2026, Éric Piolle, vous aurez 53 ans. Grâce à la... C'est vieux. C'est vieux, mais grâce à la réforme... mes enfants régulièrement, c'est vieux. Grâce à la réforme des retraites, vous avez encore plus de 10 ans à travailler devant 14 vous, même, j'aurai encore 14. Voilà, je vais m'arrêter à 67. Merci Emmanuel Macron. C'est quoi la suite pour vous? Comment vous vous projetez? J'y pense pas. Vous n'y pensez pas du tout? Non. Mon énergie, d'abord, là, elle est dans le mandat, plein et entier. Mon énergie, elle sera ensuite pour qu'il y ait une dynamique collective. Dans la succession. Voilà, une dynamique collective que je soutiendrai. Mon énergie, elle est aussi en tant que leader national pour que nous ayons une équipe au service de cet intérêt général, au service de cet arc humaniste. Et je mets mon énergie là-dedans. Le reste, voilà, je ne m'en occupe pas. Vous n'avez pas de projet de reconversion dans la médecine esthétique? Non. Pas de votre côté. En décembre dernier, vous avez réalisé un stage dans un EHPAD pendant plusieurs semaines à Ebens, si je me souviens bien. Ouais. Ça n'a pas éveillé une vocation particulière? Ça a éveillé en tout cas un plaisir de partager le quotidien de collectifs de travail très engagés, de découvrir de l'intérieur ce que c'est qu'un EHPAD, 3 semaines à temps plein, à temps complet. Temps plein, j'avais quand même ma vie de mère à côté, mais à temps complet. C'est très fort comme expérience. Je n'avais une expérience de l'EHPAD que pour avoir accompagné mon père pendant 7 ans, ce qui était une expérience lourde, avoir accompagné mon beau-père également pendant moins d'1 an. De l'intérieur, c'était extrêmement riche, extrêmement humain, avec les résidents, avec les agentes et les agents vraiment qui se donnent à plein et qui créent des liens extraordinaires, avec les familles de résidents aussi. Donc voilà, ça se décante encore dans mon état d'esprit, mais je suis très heureux de ce partage de la vie quotidienne des travailleurs qui sont souvent invisibilisés et qui pourtant sont les piliers de la société. C'était vrai pendant le Covid, c'est toujours vrai dans ma tête et je suis très heureux de faire ça. Vous aviez annoncé au moment de ce stage que vous en feriez d'autres d'ici la fin de votre mandat. Vous en êtes où alors? Là, vous pouvez. Ce matin, j'étais en stage. Ce matin, voilà, j'étais en train de nettoyer l'espace public, de balayer dans une commune à côté de Grenoble, dans un quartier compliqué où il y a eu des opérations de police cette semaine. Et voilà, ça permet de voir la réalité des choses, de partager là aussi la fierté de tous ceux qui, en fait, nettoient tout ce qui est sali par d'autres et qui le font avec énergie. J'ai été extrêmement bien accueilli. Vraiment, merci à eux de cette chaleur humaine, de ce partage, de cette confiance, intégrée comme n'importe qui. Ils savent que vous êtes le maire de Grenoble, quand même, vos collègues. Oui, effectivement. Certains me disent, vous ressemblez alors pas évidemment les gens avec qui je travaille, mais dans la rue, vous ressemblez. Et je dis, oui, on me le dit souvent. Voilà. Bon, mais c'est extrêmement chaleureux, humain, de parcours de vie et de métiers dont ils peuvent être fiers, qui sont compliqués. Cette semaine, il y a eu la neige, par exemple. Voilà, vous êtes mouillé, vous êtes sous la neige, mais vous êtes dehors pour la vie collective, vraiment la vie collective. Et je suis très heureux de cette expérience. Pendant tout mon premier mandat, tous les jeudis matins, j'étais avec les services de la ville de Grenoble. Mais c'est 3 heures, une sorte de vie ma vie, on vous fait partager un peu ce qu'ils font. C'était très riche, mais c'était pour rencontrer les équipes de la ville de Grenoble. Là, je ne suis plus maire. Quand je suis là, je suis... Voilà, avec eux, en partageant ce quotidien. Et ça m'inspire beaucoup. Et je pense que ça se décantera aussi dans mon cerveau, à la fois pour les politiques locales et aussi, je pense, pour ce rapport à la société et comment nous pouvons nous adresser pour nous fédérer les Françaises et les Français. Quand on fait un stage de longue durée, on est obligé d'être rémunéré. C'est le cas pour vous Non, 3 semaines, là, à chaque fois, c'est des temps complets, 3 semaines. En dessous des 8, obligatoire. Donc je suis collaborateur bénévole, ou stagiaire à l'EHPAD, là, collaborateur bénévole. Mais non, il n'y a pas de rémunération, c'est pas l'objet. Hein. Bon, il y en a encore d'autres de prévus J'espère. J'ai encore quelques projets. J'aimerais bien travailler dans le monde agricole. Voilà, ça se cale longtemps avant, ça s'espace, évidemment. Et ça fait, je crois, des temps de ressources
y compris d'ailleurs parce qu'on pense à autre chose, parce qu'on est pleinement dans son activité. D'habitude, de 7h du matin à 23h ou minuit, j'ai la tête pleine de projets municipaux. Là, je me concentre sur ce que je fais, mais je ne doute pas que ça m'aide à décanter plein d'autres choses aussi. Alors en 2020, juste après votre réélection, vous étiez lancé dans la campagne des présidentielles. Est-ce que ça fait partie toujours de vos ambitions de devenir un jour président de la République? Ambition, je ne sais pas si c'est le bon terme. Vos envies, vos... Mais nous avons besoin de construire une équipe. Aujourd'hui, nous sommes dans cette phase. Et je fais partie de ceux, avec un certain nombre de gens d'un peu partout en France, à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Ce n'est pas non plus des dizaines et des dizaines de personnes, mais il y a quand même des envies de construire une équipe large qui aille de ceux qui, au Parti socialiste, ont rompu avec le productivisme. Donc c'est sûr que ce n'est pas ceux qui prônent les nouvelles autoroutes, qui prônent toujours le projet de plus, le dernier pour la route, comme les alcooliques, et jusqu'à la France insoumise, ceux qui ont envie de travailler, en tout cas au sein de la France insoumise, dans cet espace collectif. Nous avons envie de faire une équipe pour se dire qu'il y a une alternative en France au néolibéralisme et que cette alternative, ça n'est pas l'extrême droite. C'est une vraie alternance politique sur un projet qui parte du quotidien des gens. Mais ce n'est pas la même chose d'avoir envie de travailler collectivement et puis de se présenter à la présidence de la République. Là, vous étiez candidat aux primaires avec cette ambition. Bien sûr, mais parce que je pensais en 2022 que j'étais le plus à même de pouvoir rassembler cet espace politique. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout qui sera la bonne personne et on n'en est pas là. Ça pourrait encore être vous en 2027 ? L'important, on n'en est pas là. Pour l'instant, l'important, c'est l'équipe. Et donc, ce travail-là est déjà un travail qui est important et qui est compliqué. Voilà, tout le monde voit bien que l'union de la gauche et des écologistes, ça a été possible en 2022, ça a été possible à Grenoble 2 fois, que c'est aujourd'hui un petit peu compliqué. Donc, il faut un peu de détermination et de sens du collectif. Un peu ou beaucoup, ça dépend des scrutins, puisque si 2027 ou 2026, c'est encore un petit peu loin pour se prononcer. Il y a un scrutin qui se profile et pour lesquels les sondages concernant les écologistes ne sont pas bons. Hein, ce sont les européennes au mois de juin. La gauche qui, contrairement aux législatives ou même au cantonal ici en Isère, a choisi cette fois de partir en ordre dispersé pour les européennes. Les écologistes ont d'ailleurs été les premiers à faire un peu sécession et sonner le glas de la NUPES. Résultat, aucune liste de gauche ne semble en mesure de venir challenger le RN ou les macronistes. Est-ce que c'est une erreur de stratégie de partir comme ça en ordre dispersé alors qu'on a joué l'union sur une élection à un seul tour ? Non, parce que justement, c'est une élection à un seul tour. Mais on ne peut plus se rassembler derrière. C'est un scrutin proportionnel. La question, c'est qui seront les à peu près 80 députés européens français et qui réuniront d'autres députés européens de partout sur des couleurs politiques. Et donc la spécificité du projet écologiste, elle est très forte. Nous sommes pro-européens résolument. Ça ne veut pas dire qu'on aime tout dans l'Europe d'aujourd'hui, loin s'en faut. Vous entendez souvent les critiques sur ce modèle néolibéral. À Grenoble, comme au Parlement européen, les écologistes sont contre le TAFTA, contre le CETA, contre ces traités de libre-échange que d'aucuns nous vantaient comme la panacée. Et donc certains, d'ailleurs, maintenant, ils ont fait demi-tour. Vous l'avez vu au Sénat récemment, où même la droite a voté contre le CETA, le traité transatlantique avec le Canada. Revirement... Il y a peut-être un peu de stratégie politique aussi là-dedans. Oui, bien sûr. Mais n'empêche que nous voyons que ce que nous prônons depuis longtemps, certains y viennent, peut-être par tactique, mais il n'empêche que c'est le cas. Donc il y a un projet spécifique qui est porté par Marie Toussaint et toute sa liste, que je soutiens fortement. J'étais au premier meeting, je serai au dernier en mai à Paris également. Nous sommes pleinement investis là-dedans. Il y a une liste socialiste qui... On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, en fait. Évidemment, Raphaël Glucksmann, il nous avait soutenu d'ailleurs pour les municipales en 2020. Et il peut avoir des votes, parfois, ça a été analysé, qui sont plus proches que le Parti socialiste global européen, plus proche des écologistes. Mais derrière, en fait, on voit bien le retour de François Hollande, le retour de Carole Delga, le retour de tous les productivistes du PS. Et donc, voter pour eux, on se dit, on vote pour quoi, en fait ? On vote pour le retour de ce qui nous a vraiment fait mal, là, le mandat de François Hollande et ce productivisme socialiste. Je ne crois pas que ce soit la solution. Et puis, il y a une vraie divergence avec Jean-Luc Mélenchon sur les questions internationales. Ça, je crois que tout le monde le comprend.
Vous évoquez la liste de Raphaël Glucksmann. Aujourd'hui, s'il y a une dynamique sur une des listes de gauche, ça semble être la sienne. Hein. Dans les sondages, il fait à peu près le double de ce que sa liste avait obtenu en 2019, alors qu'inversement, la liste écolo, qui avait pratiquement fait 14%, est plutôt donnée à 7%. Si ça se confirme dans les semaines qui viennent, est-ce que pour aller quand même contrebalancer le score fleuve annoncé pour le RN, il faudra avoir un vote utile à gauche, aller vers la liste qui sera... de toute façon, il n'y a pas de vote utile puisque c'est un vote proportionnel. Donc vous avez le nombre de députés. Oui, mais... Il n'y a pas de vainqueur. Ceux qui disent tiens, il faut gagner les élections européennes, vous ne pouvez pas gagner une élection européenne. Il y aura ceux qui seront en tête. Malheureusement, probablement le RN. Les résultats seront analysés aussi pour la politique nationale. Mais derrière, sur la question des sondages, vous m'avez toujours entendu dire, de façon constante, que je m'en foutais. C'était vrai en 2014, quand on nous donnait 10 points derrière le Parti Socialiste. Rappelez-vous, tout le monde disait, bon, alors qu'est-ce que vous ferez quand vous serez second? Moi, je m'en fiche, j'ai envie qu'on soit premier. Je dis, oui, d'accord, mais vous ferez quoi? Je m'en fiche, je me bats pour qu'on soit premier, nous verrons. Et finalement, nous avons été devant, largement. En 2020, rebelote, on nous donnait aux alentours des 30%, nous avons fait 47% au premier tour. Donc voilà, même quand les sondages nous étaient favorables et plus favorables en 2020, j'ai jamais dit youpi, ça marche dans les sondages. Je pense que c'est malsain. Les dernières européennes, Yannick Jadot était à 7. Du coup, quand il a fait 13, tout le monde a dit victoire. Moi, je disais victoire, what? C'est un bon score, 13%. Mais on ne peut pas se réjouir de faire 13% quand nous avons envie de faire 20%. C'est un super score qu'ils avaient fait, hein, la liste de Yannick Jadot en 2019, mais voilà, c'est pas parce que vous êtes annoncé à 7, finalement, vous faites 13. Si, en fait, vous pensez, vous conditionnez pour dire nous pouvons proposer un projet aux Françaises et aux Français qui ait une vocation majoritaire, vous ne pouvez pas vous satisfaire de ça. Donc, les 7 des sondages de 2019 se sont transformés en 13. Les sondages d'aujourd'hui, voilà, je pense que le Parti socialiste du Parti socialiste restera plombé à la fin par François Hollande, Carole Delga et tous ceux qui rôdent autour et qui sont là, qui attendent en disant que la balle revienne, s'il vous plaît, que le monde soit comme avant. À l'époque, on s'en foutait de l'environnement et on pouvait faire du bon productivisme comme on l'a fait. Ils attendent que ça. Je pense que c'est mauvais pour le pays. Je pense qu'ils sont dans le passé. Et je défends l'état d'esprit de la candidature, mais aussi les votes et les propositions que fait la liste écologiste, la liste guidée par Marie Toussaint. Je le fais fortement. Il y a une candidature, en tout cas, qui a le vent en poupe en ce moment, c'est celle du Rassemblement national. Vous l'avez dit, il surfe sur les politiques de ces dernières années pour attiser les peurs. Il surfe aussi sur l'actualité. La semaine dernière, à Grenoble, il y a eu une fusillade en fin de journée sur le cours Beria qui a renforcé le sentiment d'insécurité que ressentent certains habitants. On était en plein centre-ville à 18h30 avec beaucoup de passants. L'an dernier, ce type de fusillade a tué plusieurs personnes à Marseille, des gens qui ont le malheur d'être sur les trajectoires de balles perdu. Ça pourrait très bien arriver un jour à Grenoble. C'est quelque chose, j'imagine, que vous avez en tête? Oui, c'est quelque chose qui hante en permanence. Je me suis retrouvé d'ailleurs une fois en vélo sur le cours Beria. En arrivant, j'ai croisé le scooter qui venait de tirer. De ce jour-là? Alors, sur une autre fusillade. Une autre fusillade. Oui, parce qu'il y en a régulièrement. Malheureusement, il y en a dans le quartier Saint-Bruno régulièrement. Donc évidemment qu'en tant que maire, j'ai ça en tête. On a tous la peur de la balle perdue. On est tous déjà vraiment consternés de voir des gens qui perdent la vie pour du trafic de drogue. Le trafic de drogue, maintenant, c'est une entreprise comme une autre. Hier soir, grosse opération, vous l'avez vu, avec le préfet, le procureur, sur Échirolles, un endroit dont je m'occupe du nettoyage cette semaine. Ce matin, 8h du mat', enfin, je le dis avec le sourire, mais je ne devrais pas, parce qu'en fait, ça fout les boules. On est vraiment en colère devant ça. À la fois, je trouve que le procureur a les bons mots. Il dit notre travail, celui des forces de l'ordre, de la préfecture, de la justice, c'est de contrarier le plus possible les trafics pour permettre que la vie des gens soit plus agréable ou au moins plus supportable. C'est les mots du procureur Vaillant. Et je rejoins ces mots. On ne doit rien lâcher. Mais c'est totalement aujourd'hui inefficace. C'est-à-dire que la stratégie globale du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, est inefficace. Il m'avait reçu, place Beauvau, quand il a été nommé ministre de l'Intérieur. Il disait il n'y a jamais eu en France de politique de fermeté. Il disait bon, allez, ça rappelle dans son temps Charles Pasqua, ça rappelle Nicolas Sarkozy, ça rappelle Manuel Valls, qui faisait le tour de France avec des coups de menton en disant plus jamais ça, maintenant c'est tolérance zéro. Comme si avant on avait envie d'un peu de tolérance, s'il vous plaît. En fait, c'est absurde. Ils mettent toutes les forces de police contre le trafic,
sans aucun résultat. Enfin, il y a des résultats parce qu'on condamne des gens, mais si vous regardez, nous, ce qu'on pense élus locaux, nous avons fait une tribune transpartisane là-dessus à l'automne dernier avec France Urbaine, l'association des maires des grandes villes de France. Nous disons, nous, on regarde le niveau de la mer. Est-ce que le trafic a baissé? Non. Ce matin, il y avait encore 25 choufs et vendeurs de drogue. Ce matin, là, 8 heures. 8 heures, hein, c'est tôt. Avant, on disait, ça arrive, ils dorment, machin. Maintenant, c'est H24. H24. Et pour la population, c'est effectivement insupportable. Il y a un moment, c'est un échec en matière de santé. C'est un échec en matière de sécurité, c'est un échec en matière d'image de la République et d'image de nos forces de l'ordre. C'est très dur à vivre pour eux hein, de voir des gens là, faire des choses interdites devant eux ou attendre de faire des choses interdites devant eux. En restant impuissant. En restant impuissant, c'est très violent. Ils voient les habitants qui leur disent « mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi ?» C'est un échec complet. Et l'échec en matière de santé, il est premier. La consommation de drogue a explosé en France. Et je ne parle même pas du protoxyde d'azote là, qui est arrivé, j'en ramasse toute la journée, là, des bouteilles de gaz avec lesquelles les gens se défoncent le cerveau, là, ça les fait rire, ça a émergé, la boîte a été créée en 2019, c'est une espèce de bonbonne là, de gaz qui vraiment, ouais, mais en fait, ça ne fait pas rire du tout. Hein, ça fait pas rire du tout. Donc nous avons ça, nous avons les médicaments, les psychotropes légaux, mais la France est là aussi championne dans la matière. Et la consommation de drogue, nous avons notamment le record de consommation de cannabis pour les jeunes. Nous devrions vraiment avoir une politique de santé publique d'abord. Le ministre de l'Intérieur, il proposait là, la semaine dernière à Lyon, il disait il faudrait pouvoir faire des contrôles salivaires sur la voie publique pour cibler les consommateurs. Déjà, c'est bien, ils commencent à penser aux consommateurs. Nous, ce que nous faisons ici, nous faisons des vidéos aussi pour montrer aux consommateurs les conséquences de leur acte. Pour les responsabiliser. Etc. Oui, juste leur montrer, OK, vous achetez votre truc, vous allez fumer avec vos potes, vous trouvez ça rigolo, mais en fait, c'est ça la vie des gens. Vous êtes complices de ça. Lui, il proposait de faire des tests salivaires dans la rue. Moi, je dis, pour parler de drogue aujourd'hui, faisons des tests salivaires et des tests capillaires pour le haut sommet de l'État, pour les membres du gouvernement et des cabinets ministériels, pour les parlementaires. Et nous aurons peut-être un regard un peu plus complexe. Vous avez vu cette députée de La République En Marche là, qui a été effarée par la consommation de drogue à l'Assemblée. Elle s'est fait reprendre par son groupe. Elle a dit « Ah non, je me suis mal fait comprendre ». Vous avez vu cette histoire au Sénat de ce sénateur qui est drogué et qui essaie de droguer une députée, une sénatrice, je ne sais plus, une députée. Bon, il y a un moment, il faut faire tomber le voile. Moi, ce qui me tord les tripes, c'est de voir des jeunes fumer devant les collèges et les lycées. Le matin avant de démarrer les cours, ça n'est pas possible. C'est pas ludique. Je veux dire, on n'est pas en train de se dire tiens, on fait la fête, on boit un coup, et puis on est un petit peu différent d'habitude. Non, en fait, c'est qu'il y a un problème. Et comment le régler ce problème? Il y a un moment, c'est pour ça que je pose. Moi, vous savez, j'ai jamais fumé, ni de cigarette, même jamais eu de fumée dans la bouche, ni de cannabis. J'étais contre. Voilà, en tant que citoyen, je disais contre, non pas la consommation de drogue pour moi-même, ça évidemment, mais contre la légalisation. Je suis devenu acteur et décideur public. J'ai lu les rapports des Américains qui avaient fait la lutte contre le trafic de drogue dans les années 80, qui ont dit « Ok, on s'est planté, il faut arrêter ». J'ai lu les rapports des anciens ministres de l'Intérieur, comme Michel Vaillant, qui, une fois qu'ils sont plus en fonction, disent « Ok, on s'est planté, il faut légaliser ». Je vois les rapports sur les expériences au Portugal, où ça a amené vraiment une baisse de ceux qui consommaient des drogues dures et une amélioration de la santé globale. J'ai changé d'avis. Je me suis dit, OK, en fait, il faut légaliser, donc il faut que nous ayons un discours sur la légalisation, un débat aussi. Hein. Parce qu'il y a le problème des consommateurs et de santé publique, et il y a le problème du niveau de vie dans les quartiers populaires aujourd'hui, qui fait qu'un certain nombre vivent de cela, évidemment, et que c'est une espèce d'économie de braconnage. Et maintenant, en plus, c'est comme des entreprises. C'est-à-dire que les sièges sociaux sont délocalisés. Vous voyez, les chefs, il y en a un au Maroc, un à Dubaï, etc. Donc, ils ont fait comme les multinationales, en fait. On délocalise le siège. Hein, et puis, sur place, on a des gens qui sont exploités. On a une boîte d'intérim. Voilà, j'ai découvert ça. Là. Maintenant, il y a une boîte d'intérim. Hein. Ils en parlent. Hein. Donc, si vous faites rafler des choufs, vous pouvez aller chercher d'autres choufs ailleurs pour que le lendemain matin, ni vu ni connu. Bon, c'est insupportable, en fait. Insupportable pour les habitants qui vivent au milieu de ça. Hein. Là, j'en croise des habitants, c'est pas drôle. De ma vie de maire depuis 10 ans, je fais que ça, croiser des habitants c'est des endroits très limités dans la ville, à Grenoble. Mais n'empêche que ces endroits-là, ceux qui vivent là, ceux qui ont des dealers dans leur cage d'escalier, ceux qui parfois ils partent en vacances, ils reviennent, les clés de leur appartement ont changé et ils sont devenus nourrices de force.
Ces jeunes qui parfois veulent sortir, mais non, ils se font casser la gueule par le réseau et ils restent dedans. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'avenir. On ne vit pas bien quand on est dealer. On vit en permanence sur la menace. La menace, on a peur des flics, on a peur de l'entreprise d'à côté, puisque maintenant, en fait, c'est comme des entreprises commerciales, mais sauf que pour régler les différends commerciaux, ils n'utilisent pas du marketing ou de la pêche aux consommateurs. Non, ils se tirent dessus. Et effectivement, en tant que maire, j'ai aussi peur pour l'environnement global et la balle perdue. Et puis, même un dealer, il ne mérite pas de mourir à 20 ans ou 25 ans cramé dans une bagnole. Hein. J'ai vu, il y en a un, je l'avais rencontré, il était mineur. Sa mère appelait à l'aide déjà, en disant « je m'en sors pas ». Bah, la société n'a pas su l'aider. Il y a, je crois, un problème majeur. Et la politique du tout répression se plante. Donc nous, on fait à côté. Voilà, d'abord, il y a un bon niveau de coopération à l'échelle locale. Les policiers font du bon boulot, le préfet fait ce qu'il peut, la justice et le procureur de la République est très pragmatique. Donc nous arrivons à travailler ensemble. Nous, on fait notre travail en matière de prévention, en matière de... Voilà, on a des médiateurs là, qui reviennent sur l'espace public à Saint-Bruno. On fait ce travail quand il y a des collégiens qui se font exclure temporairement. Nous avons maintenant une convention pour pouvoir les accueillir au sein de la police municipale, pour qu'ils soient pas cette exclusion temporaire ne soit pas un moment où ils sont fragilisés. Parce que je rencontre aussi ces pères de famille et ces mères de famille qui ont peur quand leur gamin il dit tiens je vais jouer au foot. Il va vraiment jouer au foot ou il va faire quoi? Moi, quand mes enfants me disent tiens, j'allais rencontrer des copains, des machins, je reste 2 heures dehors, après les cours, on va chez machin faire des jeux, j'avais pas de souci. Quand vous vivez avec le deal en dessous, là, vous êtes en permanence en train de vous dire attention, mes enfants, est-ce qu'ils vont basculer là-dedans? Et vous avez beau avoir tout l'engagement nécessaire, parfois vous lâchez un peu prise, parfois vous êtes vous-même en situation de fragilité, de détresse, vous avez des problèmes financiers, vous avez des problèmes de couple. Tout ça, je crois que nous y prenons vraiment mal et moi, je suis très en colère de cette posture d'agitation. C'est que des coups de menton de la part du ministre de l'Intérieur et je suis très en colère. Le président de la République avait dit qu'en 2017, il ouvrirait le débat. Voilà. Bon. Ça démarre en Allemagne. On va voir peut-être Strasbourg, là, j'ai dit, ils sont frontaliers, donc on va faire comment pour vivre la ville de Bègle souhaite une expérimentation territoriale. Voilà, il faut changer de fusil, en tout cas d'épaule, parce que c'est un échec complet. La semaine dernière, Éric Piolle, à votre place, on recevait Christophe Ferrari, qui est le président de la métropole. Comme c'est la tradition dans cette émission, je vais demander de vous poser une question. On l'écoute tout de suite. Monsieur le maire de Grenoble, cher Éric, comment expliques-tu la décélération de la production de logements, notamment social, sur Grenoble, sur tes 2 mandats, comparativement au mandat antérieur de Michel Destau, et eu égard aux valeurs que nous défendons à gauche, que d'autres ont défendues et portées bien avant nous, comme Jean-Philippe Motte, élu de Grenoble et vice-président de la métropole, et étant rappelé que la question du logement ne relève pas que de la métropole. Donc voilà, la question que je souhaite adresser. On a une division par plus de 3, voire plus, de la production de logements sociaux entre ces périodes. Je ne sais pas comment vous parlez dans la vie? Dans la vie, on se tutoie, mais dans la vie, soyons clairs, je tutoie aussi des élus de droite, je tutoie énormément de personnes. On se demande des nouvelles des uns des autres. Voilà. Après, quand on est dans l'espace public, c'est pareil avec mes adjoints, nous vous voyons. Voilà. Ça me semble être la moindre des politesses, parce que ça évite de penser qu'il y a des connivences. Voilà. Non. Nous travaillons au quotidien ensemble, vous voyez, je pense que vous voyez également vos collègues de travail, mais s'il y en a un qui arrive ici, vous ne le tutoyez pas. Ouais. À l'antenne, on se voit aussi. Voilà, à l'antenne, on se voit aussi. Bon. Alors, Grenoble, mauvais élève des constructions de logements sociaux. Ça fait un peu sourire. Il y a parce des que chiffres c'est comme si, vous savez, la politique du logement a été transférée à la métropole en 2015, avec beaucoup d'autres choses, des politiques économiques, c'était la loi, et nous l'avons fait avec élan et enthousiasme, parce que je crois au fait métropolitain. Donc c'est un peu comme si le président de l'intercommunalité venait me dire « Alors, Éric, les chrono-vélos, ça avance pas. Qu'est-ce que t'en penses, là? Qu'est-ce que tu fais pour tes chrono-vélos à Grenoble ?» Bon. Ou, tiens, les places, les bornes, place Notre-Dame, là, les bornes qui doivent protéger les piétons, là, elles marchent pas, là. Qu'est-ce que tu fais? C'est un peu ça que j'entends. Donc il y a un petit côté rigolo
C'est quand même les maires qui évidemment, signent les permis de construire oui, aujourd'hui. mais nous signons. Je veux dire, il y a des communes, effectivement, qui freinent volontairement. À Grenoble, c'est l'inverse. À Grenoble, c'est l'inverse. À Grenoble, nous poussons le logement social. À Grenoble, nous sommes passés, depuis que je suis élu, de 21% de logements sociaux à 24,9%. Donc 25%. Oui, mais en 10 ans, vous aviez l'ambition d'aller même au-delà de 30%. Mais nous continuons à avoir l'ambition. Mais ce qui vous reproche, d'une politique métropolitaine. Nous y mettons d'ailleurs des millions et des millions, alors que ça n'est pas notre responsabilité, c'est une responsabilité métropolitaine. Mais nous le faisons parce que nous voulons aller plus loin. Parce que je pense que le logement social, c'est pas pour, comme je l'entends parfois, pour les cas sociaux. Non, c'est juste ce qui protège et qui permet à chacun d'avoir un toit. Même dans les constructions, dans les chiffres invoqués là, à l'exception de la période 2005-2010, qui a été une période d'extrême construction, privée et publique, parfois d'ailleurs au détriment du temps long de l'aménagement urbain, mais ça a été le cas entre 2005 et 2010. Sinon, avant et après, nous avons le même niveau de construction que les mandats de Michel Destot, qui faisait, en la matière, une bonne politique, hein, je l'avais souligné dans la campagne de 2014. Donc rien que factuellement, en fait, ce qui est dit là ne colle pas. Mais surtout, évidemment, il y a un petit côté taquin, mais ça n'est pas que ça. Je crois que les gens ont l'impression que c'est une bataille de coqs. Ils voient ça de loin, ils disent bataille de coqs, Piolle Ferrari. Mais on n'est pas dans une basse-cour. Il est maire de Pont-de-Clé, je suis maire de Grenoble. Je suis membre d'un parti, les écologistes. Il a été membre du Parti socialiste pendant tout le mandat de François Hollande, au moment de la loi travail, la déchéance de nationalité, etc. Il en est sorti en 2018. Depuis, il n'a plus de parti. Moi, je continue d'être dans un parti. Depuis, il nous a fait perdre, à la gauche et aux écologistes, 2 cantons en présentant ses propres candidats. Chez lui, son premier adjoint qui a échoué, le président du SMAG qui a échoué, 15%, alors que notre candidat d'Union faisait 45%. Il nous a fait perdre un poste de sénateur en présentant une liste séparée, là aussi, du rassemblement de la gauche et des écologistes. Et en fait, ce n'est pas une bataille de coqs. Il y a des enjeux politiques. Voilà. Il y a une partie qui s'impose à lui et à moi, et qui s'impose partout en France. C'est que pour les métropoles, il n'y a pas de suffrage universel direct. Donc il n'y a pas une liste qui fait un programme qui est choisi par les habitantes et les habitants. C'est un problème majeur parce que la métropole est en charge de l'énergie, des déchets, du logement, etc. Et qu'il se passe plein de choses de positifs. Si vous regardez ce qui a été fait dans les déchets, si vous regardez ce qui a été fait sur les mobilités dans le mandat précédent, si vous regardez ce qui est fait sur l'insertion et l'accueil des réfugiés dans ce mandat-ci, il se passe plein de choses de positifs. La tarification sociale de l'eau, donc il se passe beaucoup de choses. Mais je crois que nous ne pouvons pas avoir cette culture de la fracture et toujours du truc anti-Grenoble, anti-écolo, les petits trucs... Est-ce que vous ne l'entretenez pas aussi, cette culture de la fracture avec la métropole ? Non, nous avons parfois des divergences politiques. Souvent. Sur les moyens financiers, typiquement, nous avons proposé, nous pensons que la métropole ne met pas assez de moyens, justement, sur la politique du logement. Nous avons proposé un amendement budgétaire pour mettre plus de moyens, parce que la métropole de Grenoble accompagne ses bailleurs moins que d'autres métropoles, en euros par habitant. Donc on considère qu'elle ne met pas assez. Et nous voudrions qu'elle mette plus. Voilà. Mais elle fait aussi des choses positives. L'encadrement des loyers, qui a été porté par le vice-président Nicolas Béran-Pérez, qui est aussi élu de mon équipe, mais ça a été porté aussi par le président Ferrari. Donc il se passe des choses positives. Mais sur le logement social, nous avons d'abord progressé. Nous construisons autant que les mandats d'avant, à l'exception du créneau 2005-2010. Le logement social a été rincé partout en France, rincé par le gouvernement Macron depuis 2018. Pour Actis, que je présidais dans le mandat précédent, c'est 4 millions d'euros qui ont été ponctionnés. 4 millions d'euros sur 55 millions de recettes de loyer, c'est absolument monstrueux. Donc les bailleurs n'ont plus les moyens de construire. Et nous continuons. Et nous avons changé d'ailleurs les règlements du plan local d'urbanisme. Nous avons demandé à la métropole de les changer, puisque c'est son règlement local d'urbanisme. Elle est en charge du foncier, de l'urbanisme. Pour que, à Grenoble, dans tous les quartiers où il n'y a pas aujourd'hui suffisamment de logements sociaux, chaque nouveau projet de construction intègre 45% de logements sociaux. Parce que nous pensons qu'il faudrait du logement social un peu partout dans Grenoble. C'était déjà ce qu'essayaient de faire nos prédécesseurs, mais nous montons les curseurs encore. Donc nous avons une détermination sans faille sur le logement, sur une politique qui est une politique métropolitaine, mais que nous soutenons. Nous avons dit au conseil municipal, d'ailleurs, lundi, nous avons voté un avis positif sur le plan métropolitain. On espère, on dit attention, c'est ambitieux, il faudra y mettre les moyens pour que vous réussissiez à atteindre ce résultat sur Grenoble, mais c'est bien une politique métropolitaine sur Grenoble.
comme la politique des chronovélos, est une politique métropolitaine sur Grenoble. Et nous près de continuons à 900 demander... logements qui sont prévus par an. Oui, c'est ça, 880, dont un peu plus de la moitié de logements sociaux, plus une cinquantaine d'acquisitions sociales. Voilà, donc ce côté un peu basse-cour, bataille de coq, est frustrant. Il y a une partie qui est liée au mode de scrutin. Je le regrette, je crois qu'il faudrait que ce soit comme à Lyon, des listes qui soient sur un projet. Il y a une partie qui est liée à ceux qui ont voulu conserver le pouvoir, se faire élire avec la droite, avec En Marche, ce qui n'a jamais été fait ailleurs. D'habitude, on fait à l'intérieur des majorités, on choisit qui sera le président. Évidemment, ça laisse des petites bisbilles, mais ça n'est pas des bisbilles de personne. Ça n'est pas des bisbilles de personne. Et il se passe des choses positives et des choses négatives. Je pense que la métropole a un grand défi. Et ça, tous les maires du territoire le sauront, y compris le maire de Pont-de-Claix sûrement, qui est aussi président, je le dis pour nos téléspectateurs, de l'intercommunalité. Intercommunalité, c'est coopération, établissement public de coopération intercommunale. Donc cette coopération métropole-commune, elle est importante. Et la proximité, deuxième enjeu, c'est la proximité. La métropole doit être au service de ses communes, mais en proximité avec les habitants. Et là, je peux le dire, je le vis tous les jours en tant que maire, et puis là, je le vis ces 3 dernières semaines en tant que membre de la politique de la propreté urbaine sur une autre commune. La proximité entre les services métropolitains et les habitants, pour l'instant, elle n'est pas là. Et là-dessus, nous devons progresser. C'est là-dessus que nous devons avancer. Pour revenir sur l'habitat, la ville a décidé de vendre la structure qu'elle avait créée il y a une cinquantaine d'années, Grenoble Habitat, un bailleur social qui construit et gère des logements sociaux. Elle avait trouvé un acquéreur, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Vous aviez même dealé 37 millions d'euros plus 15 dans le capital pour construire des logements. La métro s'y est opposée à cette vente. Finalement, aujourd'hui, la métro s'est portée candidate pour acquérir Grenoble Habitat. C'en est où ce dossier dont on parle depuis plusieurs années? C'est un bon exemple. C'est un dossier dont on parle depuis 2018, 6 ans. 6 ans pour une entreprise, pour ses salariés, pour les familles. C'est long, sans savoir vraiment où vous allez. Mais il y a 6 ans, vous auriez pu aller voir directement la métro. Mais c'est ce que nous avons fait. Nous avons été voir la métro. Il nous a écrit pour dire « OK, nous sommes acheteurs ». Et puis, plus tard, non. Tout dans cette logique de dire si on peut jouer un peu anti-Grenoble, tout ça, ça nous aidera toujours pour se faire des amis dans les autres communes. Le côté anti-ville-centre, c'est vrai à Grenoble, c'est vrai ailleurs. C'est normal, on a toujours peur du gros. Oui, il y a une certaine logique. Derrière, c'est 52 millions d'euros qui arrivaient sur le logement, pour le logement de l'extérieur du territoire. 52 millions d'euros. Et là, toute l'énergie a été mise parce que la métropole ne voulait pas acheter, qui était notre première direction. Il a mis beaucoup d'énergie pour faire planter ce projet, qui est donc maintenant suspendu. Il n'est pas planté, mais il est suspendu. Et maintenant, ce que nous demandons, c'est des discussions en franchise et en sincérité. Si oui, effectivement, ils veulent reprendre Grenoble Habitat, et j'y suis favorable, à ce moment-là, il faut qu'il le fasse, comme il l'a dit en novembre lors de son passage sur France 3, en ayant un prix... À l'époque, il disait qu'on va enrichir l'État en lui vendant Grenoble Habitat. C'était ça ses mots. Il ne faut pas le vendre à l'extérieur puisqu'on va enrichir l'État, puisque vraiment 37 millions d'euros, c'est rien vu la valeur de l'entreprise. Juste qu'ils mettent un peu de sous sur la politique du logement et un peu de cohérence. Pour l'instant, ça discute. Donc, je ne dis pas que rien ne se passe. Nous nous sommes vus avec le président en décembre. Nous avons réouvert des discussions. Je dis juste, comme je l'ai rappelé au dernier conseil métropolitain, que ces discussions doivent avoir lieu en toute franchise et en toute sincérité. Voilà. Maintenant, il faut que nous sachions, pour l'entreprise et pour la politique du logement sur le territoire, où la métropole veut aller. Je soutiens le vice-président Jérôme Rubès, nouveau président au logement, vice-président au logement, qui veut faire aboutir une position sur ce dossier dans les prochaines... Vous n'êtes pas encore tombé d'accord sur un prix de vente, en tout cas? On n'a même pas encore discuté de cela. Pour l'instant, il relance des études, des AMO, des machins. Ça fait 6 ans. Moi, je dis juste, attention, il ne faut pas que le truc soit juste, on plante les 52 millions qui arrivaient de l'extérieur et puis on embourbe le dossier parce que finalement, on n'a pas envie de dépenser des sous. Non, je crois en la sincérité de ce qui a été dit par le président Ferrari, que finalement, il pense que la métropole doit racheter. Et là, nous avons jusqu'à l'été pour nous mettre d'accord
nous mettre d'accord à l'été, ça veut dire qu'on tranche les choses très rapidement pour qu'on se dise, OK, il y a un prix qui a été fixé, le prix, il est à peu près connu, donc l'ordre de grandeur, c'est celle-là. Est-ce que la métropole est d'accord ou pas pour mettre donc, quelques dizaines de millions d'euros? C'est pas rien quand même, évidemment. Mais quelques dizaines de millions d'euros pour avoir cet outil. Sinon, OK, on se retourne vers la Caisse des dépôts et consignations, qui est, je rappelle, un acteur public. Qui est toujours acheteur? Ils ont accepté de suspendre le projet en disant, OK, si vous trouvez une solution locale, nous, on n'a pas envie de s'engueuler avec les territoires. Hein. On agit partout en France, on est là pour respecter la volonté des élus locaux. Donc faisons cette discussion en sincérité et c'est ça qui nous permettra de trouver une solution qui soit bonne pour le logement sur le territoire grenoblois, c'est pas que Grenoble, et aussi qui soit claire pour les salariés et leurs familles avec qui on ne peut pas jouer. Sur les 52 millions que vous évoquez, il y en avait quand même 37 qui étaient fléchés pour renflouer les caisses de la ville. Non, c'est pas renflouer. C'est un plan d'investissement. Abonder, mais si vous regardez l'argent qu'on met aujourd'hui dans le logement, que ce soit parce qu'on abonde le programme Murmure de la métropole, il y a encore quelque chose qui marche bien de la métropole, le programme Murmure, on y met des sous, on met des sous dans les zones d'aménagement comme la presqu'île pour construire du logement, on met des sous. Donc nous avons une politique de logement qui est quelle que soit l'affectation. Et donc c'est pas de l'argent pour construire un nouveau bowling ou un terrain de golf. Hein. C'est un montant qui vous manque aujourd'hui, ces 37 millions. Vous l'aviez budgété, ils n'y sont pas. C'est sûr que ça dépend de notre volume d'investissement. Je crois que nous devons amplifier nos investissements. Nous avons réduit déjà de 40% de consommation d'énergie grâce à des investissements. Nous avons fait le plan école grâce à des investissements. Nous plantons des arbres grâce à des investissements. Nous végétalisation des cours d'école grâce à des investissements. Nous devons continuer. Et nous voulons continuer à soutenir les politiques du logement métropolitaine, mais nous voulons continuer à abonder ces budgets. Et après, on le fait avec les sous qu'on a. Donc les sous, ou bien ils viennent, là il y avait une certaine logique, nous ne sommes plus en charge du logement, donc il y a une logique que ce soit la métropole qui reprenne, ou un acteur du logement. Et sinon, c'est de l'emprunt, et sinon, c'est des projets qui ne sortent pas. Voilà, il n'y a que 3 choix. Hein. Donc je pense que le temps est à la vitesse de l'action, parce que c'est une action qui est bonne pour tout de suite et qui est bonne pour demain. Et pour finir sur un dernier sujet, puisque vous évoquez des projets qui ne sortent pas, on a appris cette semaine que la préfecture avait rendu un avis défavorable sur le projet de câble entre Saint-Martin-le-Vinou, Grenoble et Fontaine. Ça faisait suite à l'enquête publique qui s'était déroulée au mois de décembre. Vous ne souteniez plus ce projet que vous aviez pourtant initié il y a une dizaine d'années. Vous êtes satisfait de cet avis défavorable? On ne peut pas être satisfait d'un avis, d'un projet qui se termine comme ça. D'abord, moi j'ai une pensée pour Pomagaski. Pomagaski, c'est un fleuron depuis des décennies. C'est eux qui avaient été choisis pour construire ce câble. Oui, c'est pas avec eux qu'il avait été initié, mais c'est eux qui avaient été choisis. Que vous aviez choisi. C'est un fleuron du territoire, une entreprise qui rayonne partout dans le monde et qui fait des projets partout dans le monde, qui fait des projets sur les déplacements urbains. Donc j'ai vraiment une pensée pour eux parce que ça fout un peu les boules de chez soi. Tout le monde dit nul n'est prophète en son pays, mais là, effectivement, c'est à nouveau le cas. Sur le fond, beaucoup de choses ont changé depuis qu'on a initié ce projet il y a 10 ans. Les Portes du Vercors, le projet d'aménagement urbain, s'est arrêté. Voilà. Le plan de déplacement urbain qui était à 1 milliard a pris autant de retard que d'années depuis le début de ce mandat. Donc, effectivement, les choses ont changé. Il y a eu un certain entêtement. Il vit là une conclusion qui est très directe. Les mots sont très directs. Ce que je demande maintenant, c'est que ces sous qui ne seront pas dépensés là, soient réinvestis très vite dans les déplacements, pour le bus à haut niveau de service, pour qu'il puisse aller du Grésivaudan jusqu'à la Presqu'île, pour pourquoi pas le tram-train jusqu'à Visil, pour la prolongation de la ligne E, enfin bref, des projets de mobilité, il y en a plein, il y en avait plein qui étaient dans les tuyaux, qui sont un peu brinque-ballants depuis. Nous mettons à peu près moitié moins d'argent par habitant que la métropole lyonnaise sur les déplacements. Donc c'est sûr qu'en termes de vitesse, nous perdons un peu en vitesse. Alors que ça fait partie de l'ADN de notre territoire historique que nous ont légué nos anciens. Voilà, donc on peut accélérer des plans chrono-vélo. Donc ce que je dis, c'est vite, prenons ces sous pour les réinvestir dans les politiques de déplacement. La pollution de l'air en a besoin, les Grenobloises et les Grenoblois en ont besoin. Quand je dis Grenobloises et Grenoblois, c'est au sens large, c'est les habitants du territoire. C'est quand vous allez à Paris, que vous soyez d'ici, de Domaine, de Saint-Égrève, ou même parfois d'un peu plus loin, vous dites que vous venez de Grenoble. Et c'est bien parce que nous sommes dans un seul et même bassin de vie.
Bon, il y a quand même des millions et des millions d'euros qui ont été dépensés depuis 10 ans dans les études, dans des achats de terrain, dans des expropriations. Peut-être qu'il y aura des indemnités pour Poma, qui depuis 4 ans attend de construire ce transport par câble. À qui la faute, au final, de tout cet argent public qui est gaspillé? Il y a effectivement eu un entêtement. Il faut se rappeler de la Rocade Nord. Rien à voir en termes de projet, mais en termes d'études, c'était 40 millions qui avaient été dépensés pour un projet qui a été abandonné. C'est André Valigny, le président du département, qui le portait à l'époque. On n'en est pas du tout là. Mais effectivement, un peu d'argent a été gaspillé finalement. Mais aussi beaucoup de temps et donc d'argent ont été gaspillés en n'allant pas plus vite sur les projets de déplacement. Et donc voilà, accélérons les projets de bus à haut niveau de service, le travail sur le train-train vers Visil, les chrono-vélos qui sont bonnes pour tout le monde. Hein. Maintenant, c'est de 3 à 103 ans le vélo. Et c'est bon pour la santé. Je rappelle que les scientifiques à qui nous avions demandé une étude sur la qualité de l'air nous ont dit que nous pouvions, en atteignant les seuils de l'OMS et par la pratique du vélo, c'est eux qui ont défini quel était le meilleur scénario, économiser 8 milliards d'euros sur le territoire grenoblois d'ici 2045. Ça vaut la peine financièrement, ça vaut la peine pour la santé, ça vaut la peine pour l'aménagement du territoire. On peut continuer à y aller, même si nous sommes capitale du vélo depuis 3 ans, ok, mais en pratique, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de centenaires qui font du vélo dans l'agglomération, mais bon. Il y en a sûrement. Je vous fais confiance. Dernière mission, Éric Piolle, posez une question à notre invité de la semaine prochaine. Alors, vous la connaissez bien, puisqu'elle fait partie, même partie que le vôtre, les écologistes. C'est Gwendoline Delbos-Corfitz, qui est la seule députée européenne en Isère, tout parti confondu. Elle sera à votre place et je vous laisse regarder la caméra en face de vous pour lui poser une question. Alors, chère Gwendoline, nous avons un lien très particulier, puisque j'ai commencé ma vie politique à vos côtés, au Conseil régional. Et la question que je veux vous poser, c'est que vous avez fait un travail, je le sais, de simulation de qu'est-ce qui se passerait dans nos systèmes juridiques, notamment en cas d'arrivée au pouvoir de régimes autoritaires. Et qu'est-ce qui se passerait en matière de liberté publique? En France, je serais intéressé pour que vous partagiez là, les conclusions de ces travaux et qu'on puisse remettre au centre qu'est-ce qui risque de se passer si l'extrême droite arrivait au pouvoir. Eh bien, merci. Éric Piolle, Gwendoline Delbos-Corfitz vous répondra sur la prochaine émission. J'imagine que dans la vie privée, vous vous tutoyez tous les deux? Tout à fait, dans la vie privée, nous nous tutoyons. Voilà, merci en tout cas d'être venu célébrer ces 10 ans à la tête de Grenoble. On vous retrouvera de toute façon avant la fin du mandat dans le QG politique. Merci beaucoup.